Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo sur Jupiter's Legacy, la nouvelle série super-héroïque de Netflix qui est sortie le 7 mai 2021 sur Netflix. Et pour en parler, on est avec l'ami Greg, bien évidemment. Salut mon cher Greg, comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça me fait très plaisir de te retrouver. Merci à toi en tout cas de t'être mis sur ton 31. On sent que tu as voulu être au niveau des costumes de la série. Qu'est-ce que tu voulais nous dire pour nous présenter cette série ? Alors c'est une série qui va faire débattre dans cette vidéo, vous allez le voir. Une série qui est adaptée d'un comics de Mark Millar, qui est une pointure et qui est créée en tant que série. Le showrunner, le créateur de la série, est une personne que j'apprécie pour certaines de ses créations et que je vomis pour d'autres. C'est Steven S. DeKnight, qui était le créateur notamment des séries que j'adore, qui était Spartacus, qui a travaillé sur Daredevil, donc ça c'est plutôt bien, et qui a réalisé un film qui n'existe pas, qui a été effacé de la mémoire collective, qui s'appelle Pacific Rim Uprising, et qui est donc le créateur. Il avait déjà bossé donc avec Netflix sur Daredevil, et il s'est attelé donc à la réalisation et à la création de cette adaptation du comics de Millar, qui était très 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 attendue par les fans, avec au casting quand même Josh Duhamel, qui est un acteur dont à peu près plus personne à Hollywood ne voulait, y compris les Transformers, et qui du coup là a retrouvé du travail grâce à la série. C'est cool. Il y a également Ben Daniels, qu'on avait vu, qui était très bon dans House of Cards, Leslie Bibb, Andrew Horton, bref voilà, pas un casting de grosse pointure. À la hauteur, j'ai envie de dire, de leur costume. Il y a 8 épisodes. On va, dans cette vidéo, chacun donner notre avis. Vous allez voir, ils sont assez différents. Et puis ensuite, on va débattre. Et dans les commentaires, vous n'êtes pas obligé de dire Team Care, Team Big B, comme vous le faites souvent. Juste donner votre avis à vous. Ou voilà, il n'y a pas forcément nécessité de prendre de parti pour l'un ou pour l'autre, hein. L'important c'est le débat, nous on kiffe ça d'ailleurs, donc voilà. À toi mon cher Greg, qu'as-tu pensé de Jupiter's Legacy ? Eh bien, écoute, j'ai adoré la série. Après, je veux juste dire quelque chose en disclaimer au début. C'est qu'il se trouve que juste avant de regarder Jupiter's Legacy, j'ai perdu la vue. Et je l'ai retrouvé juste après. Et vraiment, à part ça, donc à part ma vue, j'ai trouvé que la série était réussie. Alors, en fait, il y a un peu de vrai et un peu de faux dans ce que je viens de dire. La partie fausse, c'est que j'ai pas perdu la vue. La partie vraie, c'est que par contre, j'ai bien aimé la série. Mais pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que je trouve que la série est très réussie, à bien des égards, mais que visuellement, elle est catastrophique. En fait, les costumes, mais c'est les costumes les plus loupés qu'on ait vus dans des films de super-héros, enfin des séries de super-héros depuis très très longtemps. C'est-à-dire que CW est là, et eux ils sont là. C'est vraiment à ce point-là, quoi. Donc les costumes sont très moches, très loupés. Du coup, tout le charisme du super-héros, il est pas là. Et du coup, c'est un vrai problème parce que quand on regarde les personnages, bah forcément, on les voit habillés, en tout cas dans les films et séries sur Netflix. Et le truc, c'est que là, concrètement, c'est un vrai péage. En fait, en tout cas, c'est une barrière en fait à l'entrée. La série est plutôt moche. Et je sais que ça en arrêtera beaucoup d'entre vous. Les trucages, est-ce que vous avez envie de m'entendre vous dire que les trucages sauvent tout ? Non, la série a décidé de ne rien réussir visuellement. Mais je trouve que cette série, quand elle est vue en regard de DC, c'est-à-dire qu'en fait, l'univers de DC, donc là en ce moment on est dans l'univers qui est très 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 où Marvel est extrêmement fort, mais dans l'univers DC, il y a souvent ce débat. Là, je vais digresser un peu, mais en gros, dans l'univers d'ici, il y a souvent ce débat que s'il y a des super-héros et des super-héros qui ont la force de Superman, en fait, ce sont des gods among us, des dieux parmi nous, et que, en fait, il y aurait forcément un moment où ils devraient choisir de soit devenir des tyrans, et c'est tout un pan, c'est des univers parallèles chez DC, où Superman, en tout cas l'équivalent de Superman, devient un dictateur, et des Lords of Justice, les seigneurs de la justice, ou alors ils seraient trop attentistes et souffriraient du fait
de voir les hommes s'entrefaire du mal. Et souvent, un des éléments qui fait la bascule, c'est le moment où Lex Luthor, chez DC, devient président des États-Unis. Et en ayant un peu manipulé la foule, machin, mais il devient président des États-Unis, et donc du coup, les super-héros ne peuvent rien contre lui. Et en fait, de là, j'ai l'impression que on a deux pendants. On a le pendant Watchmen, qui est qu'est-ce qui se passe si Dr Manhattan prend part à la guerre du Vietnam, va tuer en masse du coup des Viet Cong, et du coup doit vivre avec le poids sur les épaules d'avoir participé à l'univers gris des hommes et ne pas avoir été dans ce précepte blanc et noir des super-héros et de moralité blanc et noir. Et le truc, c'est que au final, c'est quelque chose qui est très intéressant et très réussi dans Watchmen, où on les voit du coup tous très torturés, etc. Et j'ai l'impression que Mark Millar fait l'œuvre miroir avec du coup Jupiter Legacy, et de montrer qu'est-ce qui se passe si on a des super-héros qui, jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au bout de leur moralité, eh bien décideront de ne jamais casser le code, de ne ni être des despotes, ni de mener politiquement, ni de tuer. Et en fait, le truc, c'est que on voit des aberrations dans les deux cas. C'est-à-dire que du coup, on voit dans Watchmen Dr Manhattan qui, du coup, se désintéresse des gens et va partir comme ça sur Jupiter ou Mars, j'ai un doute. Et d'à côté de ça, dans Jupiter Legacy, eh bien, on voit qu'en fait, les héros, et je pense que c'est vraiment pas anodin que les héros récupèrent leur pouvoir dans les années 30, parce que ça veut dire qu'ils ont vécu l'Holocauste et qu'ils n'ont rien fait. Et donc ça en fait... alors, si un être humain est face à un autre être humain et qu'il ne fait rien, nous sommes un criminel, et parce que c'est non-assistance à personne en danger. Sauf que là, ils ont fait non-assistance à personne en danger auprès d'une certaine portion de des humains, et donc ça en fait des vrais criminels. Est-ce que ça en fait des criminels de guerre ? Je laisse les juristes parmi vous, des complices bien évidemment, et les cairs parmi vous les juger. Mais le truc, c'est que très fondamentalement, c'est la série en soi. Est-ce qu'elle est intéressante avec la fille de Utopian qui est un peu rebelle, machin et tout? J'ai trouvé ça vraiment pas intéressant du tout. Il y a vraiment plein de plans dans la série que je trouve, d'histoires qui ont été développées que je trouve pas du tout intéressantes. Mais par contre, vraiment, de savoir jusqu'où ils vont aller, quelle est la limite? J'ai trouvé que la série était très réussie sur ça. Et on parlera en dernière partie de la vidéo un tout petit peu rapidement de spoil. Et bref, on en reparlera. Mais de tout coup, je trouve que vraiment la série qui va taper comme ça sur les bords de ce code des super-héros, je trouve ça très réussi. Et je disais, la série visuellement elle est affreuse, mais par contre il y a un moment, ils sont sur une île, et j'ai vraiment trouvé que ces moments sur l'île étaient très réussis. En fait, il y a un plan qui est magnifique où on voit toute l'île en grand, etc. J'ai trouvé vraiment très réussi. Et puis après, c'est moche. Mais la série, c'est de temps en temps faire un plan qui est ouf. Et l'autre point extrêmement fort de la série, qui est pour moi le point numéro 1, sa principale qualité, c'est la gestion du rythme. Comme toujours, on peut avoir deux personnes qui nous racontent la même histoire, et il y a vraiment une fois quelqu'un qui va avoir une narration haletante, on va être là, et on va se dire mais qu'est-ce qui se passe, et qui va vraiment savoir mener et raconter son histoire, et à côté de ça avoir quelqu'un qui a un petit peu trop plan-plan, qui met trop de silence en pensant que ça va nous faire réfléchir, etc. Et là je trouve que la narration entre les flashbacks des années 30 et de nos jours est extrêmement bien menée, et ils savent exactement à quel moment nous mettre 2 fois les années 30 d'affilée et une fois de nos jours, puis après pour garder en permanence un suspense entre qu'est-ce qui se passe de nos jours et qu'est-ce qui se passe dans les années 30. Et j'ai trouvé que cette gestion du rythme était excellente. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu envie de binger comme ça une série Netflix en entier, et je pense que c'est principalement dû à cette gestion du rythme, et c'est vraiment cette narration
qui est une grande force de l'écriture et du montage, et de savoir comme ça couper tout ce qui est inutile. Et vraiment, la série est très très réussie sur ça. Mais alors, il faut vraiment mettre ses yeux au placard parce qu'il y a les costumes. Et regardez ces costumes, quoi, ils sont improbables. On a l'impression que quelqu'un a mangé beaucoup trop épicé et des poivrons un peu de toutes les couleurs et a vomi comme ça sur les costumes et qui se sont dit on peut pas les sauver. Donc on va, je suis désolé, va falloir les acteurs que vous viviez avec l'odeur. Mais c'est vraiment incroyable à quel point ils se sont plantés sur le visuel. Mais bon, bref, et donc Kerr, lui, il a adoré, je crois. En tout cas, vas-y, tu vas nous en parler. Qu'as-tu pensé de cette série avant que nous en débattions ? Eh ben, je pense que Jupiter's Legacy était un pari de Netflix. Ils ont distribué notamment à l'international certaines séries de la CW comme Riverdale, et ils se sont dit, bah, quitte à distribuer de la CW, faisons de la CW. Et ils ont donc fait avec encore moins d'argent qu'une saison de Flash, Jupiter's Legacy, parce qu'il y a pour moi, bon je blague, hein, mais pour moi il y a un énorme problème de budget déjà dans cette série. Je vais parler de la forme et après je vais revenir plutôt sur le fond et ce que tu as déjà abordé avec le code. La forme pour moi ça oscille entre le à peu près passable et l'extrêmement mauvais. Alors dans le très mauvais, il y a bien évidemment, comme tu l'as dit, les costumes, mais il y a aussi ce qu'il y a à l'intérieur des costumes. J'ai trouvé que le casting, c'était vraiment un casting leader price. J'étais assez étonné de la... Ça fait longtemps que j'avais pas vu une série aussi ambitieuse, parce que c'est une très grosse série pour Netflix. Une série aussi ambitieuse avec un casting aussi faiblard. Mais pas que, tu vois, enfin par exemple, tu vois, bon, Josh Duhamel, on en pense qu'on veut, Ben Daniels, Leslie Bibb sont déjà des acteurs qui ont eu des rôles. Mais à côté de ça, le fils, par exemple, c'est un peu partie spoiler. Hein, moi, je vais spoiler un petit peu. Le fils. Il est incroyablement fade. La fille, c'est pareil. Et il y a tous les autres personnages secondaires qui gravitent autour d'eux, qui n'ont absolument aucun intérêt. Il y a Fitz un petit peu qui est intéressant, et encore George aussi, mais c'est à peu près tout. Les acteurs sont pas bons. Même Ben Daniels qui est plutôt bien au début de la série, qui porte un peu la série sur ses épaules au début, sur la fin est plutôt cata. Il y a des personnages qui sont là, on sait même pas ce qu'ils font là. Enfin c'est au niveau des personnages, ça va pas. Au niveau des décors, c'est ce qui est passable pour moi. Les décors, ça va à peu près. La qualité de la réalisation, complètement anecdotique. Là où je disais qu'il y avait pas de sous, c'est que par exemple, il y a pas du tout scène d'action. Il y en a une dans le premier épisode pour dire hey, regardez, on envoie la sauce quand même, restez, regardez l'épisode 2, c'est cool, puisque ça va nous permettre de communiquer à fond sur les audiences. Mais le problème, c'est que même cette scène, elle est too much, puisqu'ils affrontent un Thanos du pauvre, qui en plus a l'armure de Pacific Rim, parce que c'est un clin d'œil du réalisateur de Pacific Rim 2 pour dire hey, regardez, c'est moi qui a fait la bouse là que vous détestez tous. Donc voilà. Il y a plein de super-héros au niveau des... En fait, t'as des super-héros, mais tu comprends pas leur pouvoir. Enfin, ça va pas. Le rythme, toi, tu dis que c'est une force. Pour moi, le rythme va pas. Les flashbacks, ça va pas du tout. Le délire de Sheldon dans sa quête des super-pouvoirs, c'est incompréhensible. Si on se pose et on se dit bon alors c'est un mec qui se dit ça pour arriver là, mais c'est complètement improbable. Personne devrait suivre ce mec et il devrait être enfermé le plus vite possible dans un asile tellement ça ne tient pas debout. Mais c'est comme ça. Enfin, globalement voilà, la série je l'ai trouvée. Je lui ai trouvé très 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 peu de qualité. Il y a qu'un seul truc, c'est que comme la série développe quand même certaines intrigues, ne répond pas à toutes les questions, et ben là où par exemple j'ai pas envie de me remanger une saison de Luke Cage ou de Jessica Jones, qui sont des séries bien mieux produites je trouve que Jupiter's Legacy, j'ai quand même envie de voir la suite de Jupiter's Legacy juste pour les éléments de réponse, tu vois, George, pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui ont des pouvoirs, pourquoi est-ce qu'il y a des super méchants, etc., etc.
Et parlons maintenant du sujet que tu avais évoqué et qui est pour moi l'énorme point noir de cette série qui fait que c'est pas possible. C'est le code et c'est tout ce que ça sous-entend. On est donc, tu le dis, c'est en 1929, c'est donc avant la Seconde Guerre mondiale, d'accord. Mais c'est surtout 10 ans après la fin de la Première Guerre mondiale qui a traumatisé toute la planète. Et donc là, tu as des mecs qui sont des mecs plutôt antipathiques, tu vois, c'est des mecs qui travaillent à New York, c'est pas des gens auxquels t'as envie de t'attacher. Le héros, c'est un peu un con. Son frère, il est intelligent, mais pas plus attachant que ça. Enfin, ils ont rien pour eux de particulier. Mais 10 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, les mecs ont des pouvoirs et ils décident de rien en faire. Et donc, comme tu le disais, par exemple, Utopian, il entend, tu vois, il dit « Ah, il y a quelqu'un qui souffre à 10 000 km, je vais aller l'aider. » Et là, le mec, donc à partir du début de la solution finale décidée par Himmler, et donc pendant des années, le mec a entendu donc des millions de juifs crier à l'agonie, et le mec est dit « Non, parce que le code, il a dit pas tuer, pas gouverner. Moi, je vais laisser faire. » Mais non, mais attendez, c'est pas possible. Et en plus, là où la série fait une grosse boulette, je trouve, c'est que c'est évoqué en une phrase. Et que si il n'avait pas dit cette phrase, juste à un moment donné, Sheldon dit, je crois à son frère, on aurait peut-être dû intervenir pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais s'il n'avait pas dit cette phrase-là, à la limite, ça passait. Il y a l'histoire du code, tu te dis bon ok, c'est comme dans DC, en effet Batman ne tue pas, Superman ne veut pas tuer, c'était hyper bien abordé ce thème-là, par exemple dans Man of Steel. On sent la souffrance de Superman quand il affronte le boss final de Man of Steel, parce qu'il comprend qu'il va devoir le buter, ou pas d'ailleurs, et là, je trouve que c'est hyper mal amené. Du coup, les personnages, quand t'as compris que, ils ont des super pouvoirs, c'est tous des Superman en puissance, et qu'ils sont là depuis 90 ans, et que depuis 90 ans, les mecs, ils ont fait genre que dalle, ils sont hyper antipathiques. T'as pas du tout envie de savoir ce qui leur arrive. Moi, Utopian, j'ai eu plutôt envie qu'ils se fassent péter les dents dans chaque épisode. Et puis alors surtout, c'est hyper répétitif. Les morales de Utopian, je pense que je vais les enregistrer et les soirs où j'ai du mal à m'endormir, je vais les mettre en boucle où il t'explique non, on tue pas, on gouverne pas parce que c'est pas bien, tu sais, on tue pas, on gouverne pas parce que c'est pas bien. Mais là, je pense que son fils est en méga grosse dépression à cause de ça. Sa fille, si elle est tombée dans la drogue, cherchez pas plus loin. Enfin, c'est une catastrophe le discours d'Utopian. Le fait d'avoir mis autant au centre de tout le code, qui pour moi n'a aucun sens. C'est aberrant. Et alors, le truc, c'est que le code, j'avais pas compris. Et à la fin de l'épisode 1, il faut que je le dise, si vous avez pas vu, bouchez-vous les oreilles quelques secondes. Mais alors, quand le fils Brandon tue Black Star avec un seul coup de poing, et qu'en fait, tu te dis, mais en fait, donc Black Star a tué des milliers de civils, ils le disent dans la série. Il vient de shooter 3 super-héros qui sont ses amis d'enfance. Il était à 2 doigts de tuer son père. Et juste à cause du code, il y a eu toutes ces victimes juste à cause du code, où il suffisait juste de lui mettre une bonne grosse patate. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais vraiment, aujourd'hui, prenez les conflits armés, c'est comme si on disait, bon, là, la police, vous avez un code, vous devez absolument pas buter la personne. Attention, il a une roquette, il va lancer la roquette sur un groupe de civils. Ah ben non, vous pouvez rien faire, tant pis, au revoir le groupe de civils. Et c'est incroyable, cette réflexion-là. Et en plus, il y avait énormément le code qui est ne pas tuer, ne pas régner. Par exemple, sur la Seconde Guerre mondiale, c'était hyper facile d'intervenir sans tuer ou sans empêcher de régner. Enfin, je suis désolé, qu'est-ce qui empêchait Utopian d'aller détruire les camps ? Enfin, rien que ça. Et puis alors après, tu peux penser à d'autres drames de l'histoire. Enfin, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Et en plus, dans toute la série, ils ne font rien de super héroïque. Il y a juste un moment où Utopian dit « Ah, il y a une comète qui arrive sur Mars, on va se la manger. Attends, chérie, passe une bonne journée, moi je vais détourner la comète. » Oui, super, ok, t'as sauvé la Terre. Mais n'empêche que pendant 90 ans, t'as laissé des millions et des millions et des millions de personnes mourir de la bêtise humaine. Et t'as rien fait. Félicitations à toi, mon gars. Voilà. Donc, globalement, j'ai pas aimé Jupiter's Legacy.
Tu veux réagir à ce que j'ai dit ? Bah en fait, moi je trouve ça cool qu'on se soit rejoint sur la qualité de la série et le fait que tu l'aies apprécié. Après, comme toi, hein, les costumes, j'ai pas aimé. Et pour le coup, c'est rare qu'on soit aussi d'accord. Non, en gros, le truc c'est que concrètement, en fait, je comprends ton avis. Comme je le disais, il pousse Mark Millar avec cette version de super-héros avec. Ok, donc il décide de... En fait, c'est exactement la même problématique avec la croyance en Dieu, en fait. Il y a ceux qui se disent pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas si tu y crois, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas après. En fait, le truc, c'est que là, c'est une version de ces dieux parmi nous, de DC, où les dieux parmi nous ont décidé d'agir, mais seulement sur certains points. Pourquoi est-ce que ils n'endiguent pas la famine en créant, en irriguant des endroits partout dans le monde ? Mais c'est des choses qu'on peut se demander sur tous les super-héros, très concrètement. Et en fait, Mark Millar, là, il pose ça sur la table. Il parle de la Deuxième Guerre mondiale. Il fait pas comme... Parce que c'est justement le sujet. En fait, je vois Jupiter Legacy comme un essai. En fait, c'est Mark Millar, sa vie, c'est l'écriture de comics. Et en fait, on est dans un monde où il y a beaucoup d'adaptations de comics avec les Marvel, etc. Donc là, on a un peu les grands canons, les grands codes. Et en fait, de temps en temps, on va voir un film un peu super-héroïque, film d'horreur, un super-héroïque plutôt réaliste, ou qu'est-ce qui se passe si les super-héros étaient dans notre monde très mercantile avec, par exemple, The Boys. Et en fait, là, on a une version, on a un essai qui est de dire, ok, tout ça, très bien, ok, mais qu'est-ce qui se passe par rapport à la vraie vie ? Parce que la vraie vie, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et il y a des gens qui meurent de la faim. Et en ça, j'ai trouvé que la série, effectivement, elle montre des personnes que ça crée un vrai problème. Mais c'est justement le but de la série. Et c'est en ça que je trouve ça intéressant. Et du coup, on se dit, mais du coup, s'ils font ça, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça ? Pourquoi ils n'ont pas arrêté telle guerre ? Pourquoi ? Et en fait, leur point de vue à eux, c'est de dire que ça, c'est la bêtise humaine et c'est à nous de la régler. Mais on peut complètement argumenter le fait que c'est quand même incroyable d'être en capacité de sauver des millions de personnes, mais de préférer arrêter le bandit qui fait un casse de banque. Et je trouve que la série, on n'aurait pas eu ce débat sur les super-héros aujourd'hui si la série ne l'avait pas proposé. Donc en ça, je trouve que c'est bien. Donc tout ce que tu dis... En soi, oui, je suis d'accord sur le fait qu'elle pose ce genre de questions, mais c'est justement ce que je trouve être une force, parce que ça, je ne l'ai pas vu ailleurs. Et après, bon, la narration, toi, ne t'a pas plu, moi, elle m'a plu, ça c'est aussi une question de goût, mais après, je pense vraiment qu'on peut faire une analyse de séquence en prenant une séquence, et je continue de penser que la série, là où elle est objectivement catastrophique dans ses costumes, parce que on voit les bouts, les prothèses en plastique qui sont en dessous pour faire comme si c'était des muscles, etc. Enfin, je trouve que ça, c'est particulièrement loupé techniquement, là où je pense que techniquement, en termes de rythme de montage et de qualité vraiment du montage, la série est très forte. Mais après, la question, c'est quel est le ressenti de chacun. On peut avoir quelqu'un qui techniquement est un fou furieux de la lumière, s'il est parti dans son délire et que personne ne trouve ça joli, personne ne trouve ça joli. Donc je ne peux que respecter ton avis, mais d'un point de vue technique, je continue de dire que le montage est très très bon et la gestion de séquence en séquence montre une vraie qualité de gestion du thrill, de cette attente, de cette suspension d'attente. Est-ce que je vais savoir pourquoi ils ont leur pouvoir ? Est-ce que je vais savoir ? Est-ce que oui ou non ils vont casser leur code de nos jours ? Voilà. Mais par contre, la série, elle a, comme j'en parlais au début, elle a des trous béants, des personnages qui sont juste pas intéressants. La fille d'Utopian, en vrai, elle pourrait passer sous un train, j'en ai rien à foutre. Et c'est un vrai problème parce qu'on la voit beaucoup. Mais et ils n'ont pas évolué aussi. Mais le truc, c'est que... Alors, ils n'ont pas évolué, ça dépend. En fait, le fils d'Utopian, il a vraiment évolué. Le fils d'Utopian, pendant toute la série, je me suis demandé s'il allait devenir un despote.
Le fils et la fille. Tu trouves qu'ils ont évolué dans la série ? Le fils, Pour moi, j'ai trouvé qu'il pas a du vraiment évolué tout au long. En fait, il était sur le bord d'un précipice, au bord d'une falaise, et ça ne m'aurait pas étonné que le grand méchant de la série, ce soit Paragon, ce soit lui qui est passé de l'autre côté et qui dit il faut tuer tous les méchants. Et je pense que la série montre l'évolution du fils et puis ses allers et retours, mais en même temps, le problème de la série, outre ce dont on a déjà parlé, c'est son indécision sur son final. On est passé dans la version spoil, vous l'aurez compris. C'est que du coup, le truc, c'est que le final de la série ne répond pas à ces questions. En fait, le final de la série, c'est est-ce que c'est George ou pas ? Au final, on n'a jamais vu George, sauf en projection machin, mais on n'a jamais vu George, qui a jamais été présent. Est-ce que le fils va devenir un despote ? Bah, on a l'impression que pas, mais peut-être que oui. Est-ce que le père casse le code ? Bah, en fait, il n'a pas à prendre la décision parce que 2 secondes avant, il y a Flair qui arrive. Donc, en gros, le truc, c'est que là où la série aurait pu aller plus loin sur la fin, elle y va pas. Et c'est très étrange parce que quand on voit qu'il y a quand même un bal de séries qui sont annulées sur Netflix et de séries qui avaient pourtant des ambitions, des machins, etc., je trouve que c'est bizarre de vouloir en garder autant sous le coude comme si c'était gagné. La série, elle sait qu'elle a d'autres saisons. Mais sur Netflix, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas le nombre de personnes qui attendent la saison suivante qui compte, c'est le nombre de personnes qui ont regardé la série qui compte. Et là, je trouve qu'elle a trop le potentiel pour perdre des gens au fur et à mesure. Je vois pas une pétition de fous furieux pour savoir quelle est la suite, sachant que la suite, pour les méga hardcore, si la série est annulée, j'aurais juste à regarder les comics. Donc la fin est problématique parce que la fin ne justifie pas le reste des méandres et des virages qu'elle prend. Mais j'ai l'espoir, j'ai l'espoir que on aura les réponses sur la saison 2. Tu vois, par exemple, toute l'histoire sur le fils de George, au final, n'aura fait rien avancer. Voilà. C'est-à-dire que cette histoire-là, elle n'existe pas, il ne se passera rien. Mais c'est justement ces éléments sans réponse qui rend la série encore un peu attirante, j'ai envie de dire. Tu es curieux, tu as envie de savoir le pourquoi du comment. Et du coup, je vais regarder la saison 2 par curiosité pour ça, parce que il y a plein d'éléments, tu vois. Bon, moi, j'ai pas lu les comics, mais par exemple, tu vois, tu parles du fils de George, mais peut-être que George, en fait, il est pas en train de préparer un mauvais coup pour son père, mais peut-être un truc pour le sauver. Peut-être que Brainwave lui a mis la misère et son fils essaye de le sauver. Donc tu vois, il y a plein d'éléments comme ça qui m'intéressent. J'ai envie vraiment de savoir lequel des personnages va dire à Utopian que là vraiment il casse les pieds et que c'est le moment d'arrêter de parler du code, d'arrêter de partir dans ces grands discours avant de se prendre une claque. Voilà, donc j'espère pour la saison 2 déjà qu'il y aura un recast global. Non, je rigole. Mais par contre, il y a un truc que je voulais quand même aborder avec toi, c'est que t'as d'un côté Disney+, alors on pense ce qu'on veut des séries Marvel, t'as Disney+, qui sort WandaVision et Falcon, qui sont quand même des séries qui ont leurs défauts, mais ont une qualité de production et une ambition qui est évidente. Ils sont quand même allés chercher des Avengers, etc., etc. Ils introduisent des personnages qui sont majeurs dans l'univers de Marvel. Ils prennent pas la série vraiment à la légère. À côté de ça, t'as Amazon qui te sort The Boys, qui dans presque tous les épisodes a des scènes qui sont marquantes. Qui a, je trouve, des costumes très réussis, par exemple dans The Boys. Un casting et des personnages qui ont une gueule et tout, enfin Butcher, tout ça, tu vois, enfin c'est de la qualité. Et à côté, Netflix arrive en disant hey, on a la série qui va contrer WandaVision et The Boys, c'est Jupiter's Legacy, et il nous balance ça avec une qualité de production, un casting, des costumes où ça fait tiep quoi. Et si tu regardes, on a eu le même cas une semaine ou une ou 2 semaines avant avec j'ai déjà oublié son nom,
aide-moi, la série Shadow and Bone, où en promo ils te disent alors ouais, HBO a eu Game of Thrones, eh ben nous on a Shadow and Bone. Et en fait, à aucun moment tu peux comparer les deux séries. Au niveau de la qualité de la prod, au niveau du casting, au niveau de la musique, au niveau des effets spéciaux, au niveau de rien. Il y a rien, il y a pas un seul élément de comparaison en faveur Netflix. Et là, sur Jupiter's Legacy, c'est pareil. HBO a sorti Watchmen aussi, tu en parlais, mais Watchmen est à 25 années-lumière en termes de qualité devant Jupiter's Legacy. Quand tu repenses à l'épisode sur Manhattan, à l'épisode sur le racisme, enfin, il y a des épisodes de Watchmen qui font partie des plus grands épisodes de séries télé qu'on a vu de notre vie. Et Jupiter's Legacy arrive dans la même cour en disant « nous, là, on va jouer des coudes avec vous ». Mais enfin, j'ai l'impression que c'est un mec qui fait 1m46 qui rentre sur un parquet pour affronter LeBron James. C'est pas possible. Là, franchement, c'est pas possible. Il y a un problème de qualité de production chez Netflix où j'ai juste un... Ou alors, ils produisent. Il y a de la com en disant hey, on va tous vous défoncer. Tout le monde regarde et à la fin, ils ont dit bon, bah en fait, on vous a pas vraiment défoncé, mais bon, vous avez regardé. Série suivante. Et franchement, ça commence à m'agacer. Après, sur Netflix, il y a d'excellentes séries. Vraiment d'excellentes séries. Donc je trouve ça juste dommage que Jupiter's Legacy n'ait pas eu le droit à plus, n'ait pas eu le droit au traitement qu'a eu The Crown, etc. T'en penses quoi de ça ? Bah, je suis d'accord, mais on en a déjà parlé. Tu connais mon avis sur les productions Netflix. Il y a globalement eu... Il y a eu un nivellement, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne prennent plus de risques à la Marco Polo. Ils ont été vaccinés. Ils ont fait à l'époque ce qui était la série la plus chère. Et la série n'a pas marché. Et voilà. Et du coup, ils se sont trouvés avec... Non, mais The Crown, c'est en termes de qualité de production, ça atomise 95% des séries qui existent. Oui, mais le truc, c'est que en fait, Netflix, du coup, priorise avec son pognon. Ils disent, ok, je veux une grande star et un nom, un machin. Je veux une équipe technique incroyable. Je veux un décor incroyable. Et puis après, ils font beaucoup de paris. Et il y a beaucoup de films qui sortent sur Netflix, qui sont tous, et de séries aussi, et qui sont tous nivelés comme ça par un certain budget. Et après, dans tous ces paris, eh ben, il y a certaines séries où il va y avoir un showrunner qui, avec ce budget, va transcender les choses et va faire vraiment une œuvre. Et le truc, c'est que, j'ai envie de dire, et ça c'est bravo, et c'est jackpot, et puis d'un seul coup, ils mettent plus de pognon, et puis ils valident plus de saisons, etc. Et celles qui ont été plutôt molles, eh ben, ils les arrêtent. Et en fait, le truc, c'est que on est en train de... La problématique, c'est qu'on est presque en train de juger chaque série de Netflix comme si c'était le nouveau Spielberg ou le nouveau Cameron ou la nouvelle œuvre d'un créateur. Sauf que derrière le nom de Netflix se cachent des milliers de créateurs, des milliers de décorateurs, de directeurs photos, de réalisateurs. Et du coup, en fait, avec le même budget, on voit juste qu'il y a des équipes qui font plein de choses différentes. Le seul truc qu'on peut reconnaître à Netflix, c'est que certes, il y a eu un nivellement, mais que ce nivellement est aussi à tirer le bas vers le haut. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est catastrophique ? Pour l'instant, il n'y a pas tant de choses que ça sur Netflix, ils sont catastrophiques. Alors, est-ce que c'est parce que il y a un énorme travail sur l'algorithme, de voir qu'est-ce qui plaît aux spectateurs, etc., etc. Moi, je pense qu'il y a une part de ça. Et après, il y a aussi le fait qu'ils ne payent jamais des personnes qui sont en première œuvre, ou en tout cas, j'ai pas aucun souvenir qu'ils aient jamais pris ce genre de pari avec quelqu'un qui sort de nulle part. Et du coup, en fait, Jupiter Legacy, les costumes sont nuls, mais ils sont allés chercher une œuvre de Mark Millar qui fait que, moi, je trouve qu'il y a un certain fond. Le truc, c'est que HBO donne plus la main à ses créateurs pour aller jusqu'au bout de la nuit. Enfin, vraiment, les Game of Thrones, ils ont le droit d'être à poil, de sortir entre frères et sœurs. Enfin, sur Netflix, ce genre de possibilité de dire les mecs, vous faites ce que vous voulez, on s'en fout, et on vivra avec la mauvaise et la bonne presse, c'est quelque chose qui n'est pas dans la culture de Netflix, qui n'est pas dans la culture de Disney+, par exemple.
Et Fox est arrivé et a posé certaines questions. Parce que, par exemple, l'univers des super-héros est très joli et très lissé, mais qu'est-ce qu'on fait de Deadpool ? Donc en gros, ce que tu reproches à Netflix, c'est pas un créateur Netflix, c'est une société de diffusion et de production. Et du coup, il y a du bon et du mauvais. C'est comme si tu allais dire, à n'importe quelle télé, alors c'est un peu biaisé parce que les télés sont pas à ce point-là productrices, mais pourquoi est-ce qu'à chaque moment où je regarde TF1, c'est pas toujours magnifique ? Ouais, il y a des fois, il y a des shows qu'ils ont achetés qui sont nuls, il y en a certains qui sont mieux, il y a des fois, il y a Star Wars qui passe. Voilà. Mais si on revient juste à est-ce que cette série est mieux que la série Watchmen ? Non. Mais est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup des séries mieux que Watchmen ? Moi, je crois pas. Donc, non, bien sûr. Si on va juger toutes les futures séries par rapport à Watchmen, c'est compliqué, quoi. Parce que la dernière saison de Game of Thrones, pour moi, elle est moins bien que Watchmen. Donc, voilà. Jupiter's Legacy a été présentée comme la série super-héroïque de Netflix. Elle a été présentée comme l'équivalent Watchmen pour HBO, mais attention, de The Boys pour c'est Shadow Amazon. and Bones. Mais là, tu refais le débat de Shadow and Bones. Est-ce que Shadow and Bones, c'est le nouveau Game of Thrones ? Dans la tête du mec qui a le droit de tout faire et qui est au marketing, il a le droit de le dire, quoi. Après, à nous de se dire que c'est pas le cas. Mais je pense pas que les créateurs de Shadow and Bone, je pense pas que le réalisateur se disait mon truc, c'est Game of Thrones. Il a pas la liberté, il a pas l'argent, il a pas les acteurs. Enfin, tu vois, c'est les gens qui font les films, c'est des professionnels, c'est des personnes qui ont souvent un réalisateur, il doit avoir généralement en moyenne, ils ont 20 ans de métier avant d'arriver réalisateur. C'est souvent des personnes qui sont assistants réalisateurs pendant très longtemps, assistants de production. Les directeurs photos, c'est aussi souvent des carrières de 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans pour certains, et c'est très hiérarchisé. Il faut qu'ils soient cadreurs, électro, enfin suivant la branche par laquelle ils arrivent, directeurs photo. Et le truc, c'est que c'est des professionnels, et les professionnels, ils ont eu des centaines, et vraiment je dis des centaines, c'est parfois ils ont fait 600, 700, 1000 projets. Quand ils arrivent sur le scénario, quand ils voient la qualité de la production le premier jour, ils savent très bien, ils ont une capacité de pressentir sur quoi ils sont. Je pense que les gens qui sont sur Shadow and Bone ou qui sont sur Jupiter Legacy, ils savent très bien qu'ils font ni Watchmen la série, ni sur Shadow and Bone ils font Game of Thrones. Donc du coup, le mec du marketing il a le droit de le dire, nous on a le droit de se dire que c'est pas le cas, et les gens qui sont sur les projets avant nous savent que c'est pas le cas non plus, quoi. Mais bon, en tout cas, moi je respecte complètement ton avis. La série est bourrée de défauts. C'est juste que elle m'a vraiment, outre les qualités dont j'ai déjà parlé, elle m'a vraiment parlé parce qu'elle a mis le doigt entre la réalité et les limites du super-héros. Chose que Mark Millar, vraiment, il sait toujours réinventer ses sujets. Moi, j'ai très envie de lire les comics maintenant, et c'est vraiment sur ma to-do des comics à acheter, quoi. Je te laisse le mot de la fin, mon cher Kerr. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Cœur sur les tipeurs. N'hésitez pas à mettre un commentaire, nous dire ce que vous avez pensé de Jupiter's Legacy. Alors, c'est pas un mot de la fin, mais c'est plutôt une petite phrase. C'est Utopian, tais-toi.